Bonjour à tous, je voulais remercier les équipes de Konami et notre rencontre à la Japan Expo. J'ai toujours ma carte. Je pense bien à vous tous et je sais que c'est un jour important pour Yu-Gi-Oh! Et l'ensemble du monde du TCG. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo actu dans laquelle on va parler de Zinedine Zidane, de Malik Bentala et de la journée de blocage du 10 septembre qui fait paniquer la bourgeoisie. Mais on va commencer par parler du boycott. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a des suspicions de liens entre les fast-food Quick en France et Israël. HIG Capital en 2021 a racheté Quick, mais on ne pouvait pas savoir. On n'avait aucune information sur ça. Maintenant c'est tombé et on le sait. Quick appartient à HIG Capital, ça on le sait, un fonds d'investissement américain qui détient également des intérêts en Israël. Donc vous avez bien compris, il faut boycotter Quick. Bon, pour être plus précis, c'est Quick France qui a été racheté par le groupe HIG Capital, qui lui-même a investi des millions dans une start-up israélienne spécialisée dans la réalité virtuelle. Donc bon, ce lien suffit à des gens pour boycotter, d'autres disent que pour le coup, c'est assez lointain et pas en rapport direct avec Tsahal ou la colonisation. Chacun se fera son avis, mais personnellement, je boycotte Quick car il y a plusieurs mois, lors du Stream for Humanity, un streamer français, Yas encore, a révélé que Quick avait refusé une collab avec lui car il avait exprimé son soutien à la Palestine. Quick c'est des chiens et je vais vous dire pourquoi. Quick, je devais collaborer avec eux il y a genre 1 mois ou 2 mois, je devais faire une espèce de concours sur Twitter, ils ont dit non. Et vous savez pourquoi ils ont dit non? Parce qu'ils ont dit ouais, il a pris position dans le conflit israélo-palestinien. Quick, ils font leur beurre sur la nourriture halal et tout, alors qu'ils ont refusé de faire une OP parce que j'ai pris position sur le conflit israélo-palestinien. Moi je dénonce, moi je le dis. Non mais en vrai, les marques qui, genre, en mode, ils veulent pas prendre position machin, admettons, mais qu'ils veulent pas travailler avec quelqu'un parce que lui, il prend position, ça je capte pas. Moi je me dis, qu'ils te disent, vas-y, j'ai pas envie que tu parles de politique quand tu fais l'OP, je peux capter qu'il y a des gens qui veulent pas être politisés. Par contre, que toi, ils veulent pas travailler avec toi parce que toi, t'as pris parti sur un truc, à moins que ce soit un truc problématique, mais là, ça ne l'est pas. Voilà, donc personnellement, l'histoire autour de HIG Capital, bon, à la limite, je peux comprendre que certains ne veuillent pas faire de tort aux franchises et pour ça, mais le fait de délibérément boycotter les streamers pro-palestiniens, et pour cette raison-là, ça me suffit pour les boycotter. Bref, justement, il y a l'enseigne Geladal, qui pour le coup a été rachetée par un groupe dont le fondateur est ultrationniste. Je ne sais pas si le boycott leur a fait si mal que ça, en tout cas, ils ont éprouvé la nécessité de se payer à des millions, j'imagine, Zinedine Zidane en personne pour faire la promo de leur restaurant. Bien, l'histoire, en fait, partir de rien. C'est ça, c'est l'histoire de deux frères qui partent de rien et Sans magasin, d'être dans le monde entier, c'est pas. non, franchement c'est la c'est classe. cool. Moi, je vais goûter le burger. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Plaisir. Franchement, ça fait plaisir d'accueillir Ouais. quelqu'un de la trempe de Zizou. Encore une fois, c'est un avis personnel, mais pour moi, c'est assez gênant de voir une personnalité comme Zinedine Zidane, que j'aime beaucoup en plus, mais qui en 2 ans n'a jamais dit un seul mot sur la Palestine. Pourtant, avec son image, il ne risque absolument rien, il est intouchable. Par contre, faire la promo d'une entreprise dont les propriétaires sont problématiques, il le fait sans problème. Et justement, je suis tombé sur l'interview de Malik Bentala, du 20 août dernier, dans Les Airs Occultibles, et dedans, il parle de Blanche Gardin, de Marouane Ben Lazar, et de son attachement à parler du massacre en Palestine. Je vous ai sélectionné quelques passages, regardez. À un moment, ils évoquent Canal+ et le groupe Bolloré, donc le journaliste va demander « As-tu rencontré des réticences liées à la peur qu'inspire cet empire ?» Chose à quoi il va répondre « Énormément d'acteurs ont dit non. C'est compliqué de s'attaquer à Canal+, qui est le premier financier du cinéma français, et moi aussi mes films ont été financés par Canal+. » Ensuite, il va évoquer l'affaire Blanche Gardin. Le journaliste va demander quel est ton regard plus largement sur la question de la censure. L'humour politique est-il plus difficile à pratiquer qu'auparavant? Qu'as-tu pensé de l'affaire Blanche Gardin par exemple? Chose à quoi il va répondre, je prône depuis toujours et je prônerai jusqu'à la fin la liberté d'expression. Si quelqu'un ressent le besoin de dire quelque chose, il doit le faire. Et je regrette qu'on censure des talents comme Blanche Gardin. Après, ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui on fabrique ces affaires sur des extraits. Ensuite, ils vont évoquer l'affaire Marouane Ben Lazar, donc le journaliste va dire un autre cas de censure récent a été l'affaire Marouane Ben Lazar, à quoi il va répondre, ça c'est lunaire, quand on connaît un peu Marouane, ça n'a aucun sens ne serait-ce que d'avoir ce débat. Je ne dirais pas pour autant que j'ai été surpris par la violence ou la gravité des accusations, après tout j'ai moi-même fait un sketch sur la propension des médias à voir de l'islamisme chez tous les arabes. Marouane est un mec super très drôle, bourré de talent, ça n'a pas de sens. Est-ce que tout ça crée un climat de terreur pour les humoristes? Faut-il craindre qu'ils et elles se dépolitisent après ce genre d'affaires? Il va donc répondre, ce qui incite avant tout les humoristes à se dépolitiser, c'est sans doute les algorithmes. Pour un artiste qui fait son audience sur Instagram,
c'est moins évident de s'attaquer à des milliardaires d'extrême droite que de faire du mainstream. Encore une fois, tout dépend de là où tu te positionnes en tant qu'humain. Ma priorité, ce n'est ni l'argent ni la gloire, ni d'aller au César, ni d'avoir un Molière aujourd'hui, c'est d'avoir ma conscience tranquille, être aligné avec mes principes et mes valeurs. Plus loin dans l'interview, et là c'est intéressant, il va dire « Le public aime qu'on ne reste pas dans son petit confort, il récompense la prise de risque. Après, je ne cache pas que tout n'était pas rose. En prenant des positions politiques comme ça, j'ai vécu des moments pas faciles. Par exemple, j'en parle dans le spectacle, des menaces sur les réseaux sociaux. J'ai par exemple apporté mon soutien à la cause palestinienne et je continuerai à l'apporter. Mon cœur me disait d'aller vers là. Un peuple opprimé subit un génocide à l'heure actuelle et le monde le voit. Ce n'est pas une affaire de religion, mais d'humanité. On ne peut pas rester insensible quand on voit des images à Gaza, au Yémen, au Congo. Ce qui se passe en Palestine, c'est inadmissible. Il faut le dénoncer. Voilà, donc le passage que je trouve personnellement le plus intéressant, c'est quand il parle d'être en phase avec soi-même, en bref, de pouvoir se regarder dans une glace. Et c'est ce qu'on pourrait reprocher à certains artistes, sportifs, politiques, etc. Et même les bénévoles de CNews, comme Reda Bellage. Vous savez, c'est le policier rebeu qu'ils invitent toujours comme caution pour parler des affaires judiciaires et taper sur les Noirs et les Arabes. Ben, écoutez la manière vicelarde avec laquelle il fait passer les Arabes, les musulmans, comme des antisémites carabinés depuis la naissance presque. Pour info, oui, le climat, oui, moi je vous le confirme, depuis le 7 octobre, on n'a jamais vu ça. On a vu les actes antisémites ont explosé, les individus sont complètement débridés. Franchement, moi, vous savez, je suis de confession musulmane. J'en suis fier et j'ai aucun problème avec ça. Je suis policier, j'ai vécu dans les quartiers, j'ai connu un peu tout. Mais moi, mes parents, en tout cas, l'éducation que j'ai eue, c'est le vivre ensemble. Oui. Mes parents étaient accueillis par la France. Moi, j'ai toujours vu comme ça. Et j'ai vu, depuis le 7 octobre, ça s'est vraiment, vraiment, vraiment dégradé. Et beaucoup de gens se lâchent. Il insiste bien sur le fait qu'il est arabe et musulman et qu'il a été élevé, lui, dans le vivre ensemble. J'ai envie de dire comme beaucoup. Donc pourquoi le préciser si ce n'est sous-entendre qu'il est une exception et donc que tous les antisémites qu'il décrit par la suite sont justement des arabo-musulmans. Le plus triste avec tout ça, c'est que tous ces énergumènes comme lui là, une fois passés sur CNews, vont ensuite sur toutes les autres chaînes d'information pour propager leur venin. Et là on a passé un cap. Ils se retrouvent même sur le service public. Regardez les deux chroniqueurs qui la veille étaient sur CNews en mode immigration, musulmans, etc. Aujourd'hui se voient accorder sur France Info une émission pour eux tout seuls. Nathan Dever, Paul Melun. Non, vous êtes là. Exactement. Bonsoir. Bonsoir Claire-Elisabeth. Bonsoir, vous êtes présents. Heureusement, tous les vendredis et samedis et dimanche soir, vous allez nous accompagner pour ce nouveau rendez-vous, le pour et le contre. Alors déjà, j'ai envie de vous demander comment ça va ce soir. Les mieux. Nous sommes absolument ravis d'inaugurer ce nouveau rendez-vous de débat, de discussion, de désaccord, parce que nos perspectives, je pense, nous allons le voir, ne seront pas les mêmes. Nous sommes ravis de le faire avec vous. Nous sommes ravis de le faire sur France Info. On va faire des belles émissions les vendredis, samedis et dimanches. On est très enthousiastes. On va décrypter cette actualité et Dieu sait qu'on a beaucoup de choses à décrypter ensemble. Et on est vraiment très très heureux. De quel débat on parle ? En fait, ils vont reproduire ces news sur France Info. Sauf que là, c'est nous qui payons. Et la première mission de ces zigotos, comme toute l'extrême droite en fait, c'est de soutenir la bourgeoisie qui panique à l'approche du 10 septembre. Qu'est-ce qui vous concerne le plus aujourd'hui dans l'actualité ? La haine. La mode de la haine. Et ça, je dois dire une chose, c'est quand même un phénomène très français. Je viens d'un pays qui ne va pas bien, mais la haine n'est pas à ce point à la mode en Belgique qu'en France. Elle est beaucoup plus prononcée en France ? Oui. L'opposition politique française s'exprime par la haine. Le nombre de fois que j'entends des gens qui ne sont pas contents de la politique du gouvernement, que je comprends, ça c'est une attitude que je comprends parfaitement, et qui disent il faut guillotiner Macron. Moi quand j'entends ça, je dis mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Et j'entends la haine, et ce n'est évidemment pas la solution. Heureusement que vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, alors, parce que là, vous auriez votre dose de haine. Je m'en doute. Ouais. Mais c'est quand même très inquiétant de voir cette popularité de la haine aujourd'hui, parce que la haine, faut-il le dire, enfin, excusez-moi de dire une platitude pareille, mais la haine entrave la réflexion. Préparez-vous, ça va être ça pendant une semaine. La bourgeoisie dans les médias va mettre en avant ce genre de déclaration, alors que personne ne va guillotiner personne. Tout ça pour ne pas parler du fond du problème, c'est que les Français n'y arrivent plus. Pour faire simple, on leur a tout volé. Le système de santé, l'éducation nationale, le pouvoir d'achat, leur retraite, etc. Ils ont tout pris pour le donner aux grosses fortunes. Franchement, au bout du compte,
ça ne va pas plus loin que ça. Voilà pourquoi il y a ce blocage qui s'organise et la bourgeoisie n'aime pas ça. Comme pour les gilets jaunes, elle craint tout ce qui pourrait d'une manière ou d'une autre bousculer l'ordre bourgeois. Voilà pourquoi le marchepied de la bourgeoisie, comme Retailleau, est contre cette journée et parle de conserver l'ordre républicain. L'ordre républicain, c'est l'ordre bourgeois. La République, ça n'est pas vouloir le désordre. La République, c'est l'ordre républicain. C'est l'ordre républicain qui protège la liberté. Parce que quand il y a le désordre, il n'y a plus de liberté d'aller et de venir. C'est aussi l'ordre républicain qui protège l'égalité. Parce que quand il y a le désordre, c'est plus l'égalité, c'est l'inégalité. C'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Et là encore, c'est la fraternité, ça n'est pas non plus le désordre. Jean-Luc Mélenchon. Mais quand on entend le désordre et bien sûr. On sent quand même qu'il y a une difficulté pour cette droite-là à simplement accepter qu'il y ait un rapport de force, à un certain moment social, dans la rue. Comme à l'Assemblée, globalement, le rapport de force est assez stérile et qu'on n'arrive pas, de toute façon, à pousser grand-chose avant de se prendre un 49-3 dans les dents. Pareil pour le Rassemblement national qui montre chaque jour que leurs électeurs ne votent pour eux que pour le volet raciste. Parce que dès qu'il faut défendre les prolétaires, ils te rappellent que non, le plus important c'est de conserver l'ordre établi. Donc que le dominant reste dominant et que les dominés continuent à galérer. Un dernier mot, le 10 septembre, vous en serez ou non le RN ou pas alors ? Mais non, le bloc une fois encore, quand nous n'organisons pas un mouvement, nous laissons les gens évidemment libres d'agir, mais nous disons que nous avons des limites. La limite, c'est l'ordre public. La limite, c'est l'ordre public. Parce que Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire drapeau palestinien et ça veut dire Black Bloc. Si c'est ça qui prétend défendre demain l'intérêt des Français, alors il y a une confusion terrible entre ces Français qui sont malheureux de travailler et qui n'ont pas de quoi faire la fin de mois et ces idéologues qui veulent faire de la France l'arrière-cour du Hamas ou la base arrière de l'antisémitisme. Et pour rien arranger, on a un Premier ministre qui met de l'huile sur le feu en disant que la dette du pays a été créée, consommée par les Français. Vous l'avez vu passer cet argent? Il y a de moins en moins de services publics, comment il peut dire ça? Mais cela me permet de rappeler à tout le monde que la dette, ce ne sont pas les gouvernements qui la consomment. Cette dette colossale, elle a été, année après année, consommée en dépenses courantes et en protection de nos concitoyens. Il suffit de penser au Covid, aux retraités pour quelques 600 milliards, aux assurés sociaux massivement. Bref, ensuite on a tout un tas de responsables politiques de la gauche à la droite qui sont partis faire des courbettes au MEDEF. Le MEDEF qui est le syndicat des patrons, hein. En bref c'est un lobby. Et il faut le dire, le seul parmi tous les responsables politiques qui a été hué par les patrons et qui est resté digne, c'est Manuel Bompard de LFI. Retailleau, lui, ce qu'il a proposé, c'est de continuer à faire des cadeaux aux patrons en supprimant par exemple les cotisations patronales sous condition. Nous allons proposer ce que j'appelle le seuil zéro charge, 1623 heures, et à partir de ce seuil, on pense que les Français ont donné leur dû, leur contribution, et à partir de là, il n'y a plus ni cotisation salariale, ni cotisation patronale, et on fait se rapprocher le brut du net, et c'est zéro dépenses publiques. Deuxième. C'est-à-dire que l'État, les précédents gouvernements, ont creusé la dette en grande partie en faisant des cadeaux aux grandes entreprises, et lui veut continuer. Par contre, c'est quand qu'on fait ce genre de cadeaux aux prolétaires ou aux plus fragiles? Ah non, eux ce sont des assistés, des fainéants qu'il faut envoyer au boulot le plus tôt possible. C'est Jordan Bardella, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a dit ça pour les plus jeunes en plus. Le sujet essentiel, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qui, en quantité, travaillent dans notre pays. Il faut pousser les jeunes plus tôt sur le marché du travail. Il faut mettre en place le collège modulaire. C'est une erreur que de considérer que toute une classe d'âge, que toute une génération donc sur la réforme de l'assurance chômage doit être poussée vers des bacs plus 5 à l'université. Parce que la réponse aussi aux besoins de main-d'œuvre de nos entreprises, c'est de faire ce qui se fait en Allemagne ou en Suisse, c'est de mieux orienter plus tôt, plus jeunes, et de revaloriser les métiers manuels. Ah ouais, pour lui, il faut envoyer les jeunes plus tôt vers des métiers manuels. Sauf que lui et toute sa classe ne feront jamais ça pour leurs enfants. Ils veulent ça pour les enfants des gueux, des sans-dents, des pouilleux. Ce sont à ces catégories de gens qu'on demande des efforts, qu'on veut contrôler au maximum, que ce soit pour les impôts, pour la CAF, l'assurance maladie, le chômage, etc. Mais les milliards donnés aux entreprises, je le répète, parce que c'est un scandale, tout cette oseille a été accordé sans réel contrôle ou contrepartie. Par exemple, le cas du CICE.
écrit dans la réforme que l'argent du CICE ne devait absolument pas servir à augmenter les dividendes ou les rémunérations des dirigeants. Or, on est tombé sur une note de la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, et elle dit en gros le contraire, cette note de la DGFiP, donc je vous avoue qu'on a été extrêmement surpris. La remise en cause du crédit d'impôt ne pourra être envisagée au seul motif qu'il a servi à accroître le montant des bénéfices distribués ou la rémunération des dirigeants des entreprises concernées. Oui, mais c'est un service de Bercy qui publie ça. C'est tout à fait transparent, c'est connu ça. Mais c'est contradictoire avec ce que vous dites. Non, non. Qu'est-ce que dit la DGFiP? On ne peut pas reprendre le CICE au prétexte qu'il aura servi à augmenter les bénéfices. D'accord, vous êtes en train de me dire donc que l'argent du CICE a été distribué sans aucun contrôle et sans aucune sanction. Il y a des contrôles, pas de sanctions, c'était prévu. Donc on peut disposer, une entreprise peut disposer de l'argent du CICE, en faire ce qu'elle veut, y compris augmenter des dividendes, y compris augmenter des rémunérations des dirigeants. Ce qu'elles n'ont pas fait d'ailleurs dans la très grande majorité, mais il n'y avait pas de sanctions. Donc c'est 100 milliards d'euros d'argent public, donc d'argent des contribuables, et se dire qu'il n'y a pas de contrôle et pas de sanctions, c'est difficilement audible. Mais qu'il n'y ait pas de contrôle, c'est pas vrai, puisque je je vous dis que le contrôle, il se fait à l'intérieur de l'entreprise, et pas de sanctions, c'était le principe. Et après, on nous parle du RSA, de l'AME ou du chômage. C'est un scandale absolu. On parle de 100 milliards d'euros donnés comme ça aux grandes entreprises. Et François Hollande qui est tout content de dire le principe de base, c'était de ne pas sanctionner ceux qui ne respecteraient pas les règles. Mais ça, jamais la droite n'en parlera. Non, Jordan Bardella, par exemple, il n'en parlera jamais, quitte à aller chercher l'argent directement à Gaza s'il le faut. Vous répondre, pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher de l'argent, madame, dans l'aide publique au développement et dans les milliards d'euros que nous donnons à des États étrangers, que nous donnons par exemple à l'Algérie par l'intermédiaire de l'Union européenne pour faire des appels à projets s'agissant de la gestion de l'eau? Pourquoi est-ce qu'on laisse l'Union européenne, par exemple, financer le réseau d'eau à Gaza quand on a un habitant sur 3 dans nos territoires d'outre-mer qui n'a pas accès à l'eau potable? Donc de l'argent, il y en a. Oui, madame. Il parle du réseau d'eau potable en outre-mer uniquement pour pousser les ultramarins à être contre les Gazaouis, alors que ça n'a absolument aucun rapport. C'est incroyable de penser que les Mahorais ou les Antillais peuvent tomber dans ce piège grossier, parce que les 100 milliards donnés aux grandes entreprises, ça aurait permis de refaire tout le réseau et de la métropole et des dom-toms. Bref, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait Macron? Ça fait un moment quand même. Lui, il joue aux cartes Yu-Gi-Oh! Bonjour à tous, je voulais remercier les équipes de Konami et notre rencontre à la Japan Expo. J'ai toujours ma carte. Et je voulais vous dire simplement, comme je m'y étais engagé, je suis là dans un sommet franco-allemand, donc je ne pourrais pas être avec vous, mais je pense bien à vous tous, et je sais que c'est un jour important pour Yu-Gi-Oh! Et l'ensemble du monde du TCG qui se retrouve en France. Et c'est pour nous une très grande fierté d'avoir les championnats du monde de votre discipline, d'avoir tous les passionnés du monde entier qui vont se réunir en France et faire vivre leur passion, leur jeu, leur univers. Et donc je voulais vraiment vous dire bienvenue en France. On est vraiment dans un pays de fous. La France est foirée. En tout cas, je vous incite à participer à cette journée de blocage du 10 septembre, que ce soit en faisant grève si vous en avez la possibilité, ou en ne consommant pas pendant 24 heures, ou en manifestant, etc. etc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, demain sûrement. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, le 10 septembre. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.